Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez votre émission Entre les lignes. Merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision, votre chaîne que vous aimez tant. Nous avons sur ce plateau Monsieur Rissel Motoké, qui est un cadre de l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS qui dirige Augustin Kabouya, le secrétaire général. Mesdames et messieurs, nous parlerons des questions d'actualité. Nous allons commencer d'abord par les différentes revendications de l'opposition à travers plusieurs manifestations pacifiques. Comme vous le savez, ils ont commencé une série de manifestations, d'activités pour justement pousser à fléchir le pouvoir, obtenir justement ce cadre de concertation qu'ils réclament tant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler également de cette question, de ce fichier électoral, cette proposition de loi sur la répartition des sièges qui est en examen à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, les députés du Grand Katanga ont fait une déclaration pour dire que la province, l'espace Grand Katanga a perdu des sièges pour cet espace, ces scrutins qui s'annoncent. Ils ont donc boycotté la plénière, tout comme ceux du Front commun pour le Congo. Adolphe Mouzito s'est également prononcé sur cette question. Il a dit que ce fichier électoral est partiel et donc la CENI ne peut pas convoquer convoquer l'électorat dans ces contextes-ci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à toutes et à tous, merci. Nous allons tout droit vers justement ce processus électoral. Vous avez suivi le président de la CENI des Corneilles, Denis Kadima, qui ne veut pas faire marche arrière. Pour lui, le processus électoral est irréversible. Nous recevons un cadre politique de l'Union sacrée de la Nation, un communicateur de l'Union sacrée de la Nation, mais un cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il nous fait l'honneur pour la première fois d'être avec nous dans votre émission Entre les lignes. La prochaine émission, nous l'aurons justement dans aussi Face à l'opinion, où il va déballer beaucoup de réalité, beaucoup de vérité. Il s'appelle, ce n'est plus à présenter, Monsieur Rissel Motoké. Bien parfumé, bien coiffé, toujours élégant, toujours aussi beau pour parler République. Bon, je crois que ça c'est l'accessoire. Nous faisons un effort, n'est-ce pas, pour bien se présenter devant le public. Vous savez que nous autres à l'UDPS, avec le président de la République, le secrétaire général Augustin Kabouya, n'est-ce pas, il a toujours été clair, le respect de ses publics, n'est-ce pas. Même Étienne Tshisekedi au Moulumba nous parlait du peuple d'abord, parce que beaucoup de gens prennent le volet peuple d'abord seulement, singulièrement comme une question sociale. Or, le peuple d'abord a aussi un sens éducationnel, ça veut dire a un sens de valeurs et de mœurs, n'est-ce pas? Ça veut dire que savoir respecter l'autre, savoir respecter le public qui vous suive, n'est-ce pas? Et c'est ça l'idéologie de l'UDPS, n'est-ce pas? Le peuple est d'abord, l'état des droits, la démocratie, gage, n'est-ce pas, de cette même démarche que le président de la République est en train d'imprimer, n'est-ce pas, au pays. Et également le secrétaire général Augustin Kabouya qui est en train de suivre aussi les pas, qui dirige des mains de maître le parti. Au moment où on parle, n'est-ce pas, il est en Afrique du Sud, il rentre aujourd'hui, nous serons à l'aéroport pour aller l'accueillir. Il était en Belgique il n'y a pas longtemps. Oui, après il a pris le vol aussi le lendemain pour l'Afrique du Sud. Vous savez que le secrétaire général, au-delà d'être secrétaire général de l'UDPS, il est aussi vice-président de l'Internationale socialiste au niveau de la zone Afrique. Et pour ce faire, il a été invité par l'ANC, parce que vous savez que l'ANC, le parti de Mandela, est un partenaire privilégié de l'UDPS, n'est-ce pas? Et de surcroît, membre de l'Internationale socialiste, comme nous autres l'UDPS. Et donc, c'est dans ce cadre-là, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui dirige des mains de maître le parti, est allé, n'est-ce pas, répondre à cette invitation de ce grand parti politique en Afrique du Sud. Évidemment, il rentre aujourd'hui et nous serons avec lui pour l'accueillir à l'aéroport d'Ndjili. Ça sera la nuit, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Mais d'entrée de jeu aussi, j'ai pensé que pour le biscuit, on devait parler notamment de cette question du voyage, n'est-ce pas, du président de la République.
En Chine. Exactement, parce que vous savez que ça faisait belle lurette que la Chine, à un certain moment, les accords bilatéraux, n'est-ce pas, entre d'État à État, c'était tombé à un certain moment, parce que vous savez très bien que c'est les Chinois qui ont construit les stades des martyrs, n'est-ce pas? C'est les Chinois qui ont construit le palais du peuple, n'est-ce pas? Et donc, nous étions déjà dans une lancée, n'est-ce pas, qui s'était estompée à un certain moment, n'est-ce pas? Et lorsque Kabila va arriver au pouvoir, Joseph, en 2007, vous vous rappellerez du fameux contrat chinois, n'est-ce pas, qui a laissé beaucoup trop d'encre des salives, n'est-ce pas, beaucoup de morts dans l'âme, n'est-ce pas, parce que un contrat léonin, un contrat calamiteux, n'est-ce pas, qui du reste avait été signé entre l'État congolais et certaines entreprises chinoises, c'était en 2007. Vous réagirez comment par rapport à la sortie médiatique de l'ambassadeur de Chine qui avait remis en question ce rapport de l'IGF qui donnait beaucoup d'avantages à la partie chinoise qu'à la partie congolaise? Non, ça, au fait, vous savez, nous n'allons pas aller dans cette polémique-là, mais les rapports de l'IGF étaient tellement probants, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler ici que des infrastructures, quand vous voyez par exemple l'équivalent de ce que la Chine avait déjà gagné dans ce contrat, parce qu'il faut rappeler que ce contrat était un contrat déjà minéré contre infrastructure, n'est-ce pas? C'était cobalt et consorts, et cuivre. En revanche, la Chine devait construire des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes et consorts en RDC, n'est-ce pas? Et quand vous voyez avec le rapport de l'IGF, il n'y a que 800 millions, n'est-ce pas, qui ont servi à construire des infrastructures, et lequel 800 millions, il semble, selon les rapports de l'IGF, il y a eu surfacturation, n'est-ce pas, surévaluation. Et lorsque vous partez de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que ces contrats étaient de l'ordre d'environ 7 milliards de dollars, n'est-ce pas? Mais quand on voit l'opposé, c'est que la Chine avait déjà gagné sur l'exploitation de ce minerai qui était inscrit dans ce rapport, dans ce contrat. Vous allez vous rendre compte que plus de 10 milliards de dollars étaient déjà gagnés au niveau de ce consortium des entreprises chinoises. C'est pour ça que le président de la République, quand il est arrivé, ayant évalué, n'est-ce pas, ce contrat qui était les 5 chantiers, le peuple congolais le savent très bien, n'est-ce pas? Et ce contrat était un contrat qui, lorsque vous regardez aujourd'hui à travers le pays, vous sentez qu'il n'y a pas eu d'indice qui avait eu un tel contrat signé entre le gouvernement congolais et certaines entreprises chinoises. C'est pour ça que le président de la République, pour corriger les choses, est allé maintenant à ramener la question au niveau des États, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous verrez que les accords qui sont allés être signés avec le président de la République en Chine, ce sont des accords d'État à État. C'est-à-dire nous sommes allés maintenant signer des accords entre États, ce qu'on appelle les accords bilatéraux, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est l'État chinois maintenant qui va parler de cette question du programme des 5 chantiers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'État chinois maintenant qui va investir, n'est-ce pas, au Congo, et on parle ici d'environ 150 milliards de dollars des fonds, des investissements que l'État chinois est en train d'encourager ces entreprises, n'est-ce pas, à venir investir en République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien que la Chine est en Angola, la même Chine est en Afrique du Sud, la même Chine est en Tanzanie. Ce chapelet d'intention peut prendre corps. Ce ne sont pas... Parce que ce que vous avez signé, ce que le président a signé en Chine, ce sont des mémorandums d'entente. Oui, c'est comme ça que ça se présente. Ce ne sont pas encore des accords. Non. Oui. En fait, c'est comme ça que ça se présente. Ça veut dire que parce que... ça ne reste que des chapelets, monsieur. Non, ce ne sont pas des chapelets d'intention. Ça veut dire tout simplement que c'est une procédure. Les accords bilatéraux se signent par rapport à des procédures, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui se font de manière pédagogique. Il y a des clauses qui sont engagées dans ce contrat-là. C'est comme ça que pour aboutir à ces genres de contrats, il y a une préparation qui s'est faite. Les équipes, les deux équipes, n'est-ce pas, les deux États, mais des équipes en commission qui travaillent sur ces accords-là et afin que ces accords puissent aboutir à la signature. C'est comme ça que vous verrez que nous avons commencé d'abord par la signature de
mémorandum d'entente. Vous comprenez? Et il faut rappeler ici que l'une des entreprises chinoises en matière d'énergie a signé avec la SNEL pour venir rétablir, n'est-ce pas, les deux turbines de Inga, n'est-ce pas, qui ne fonctionnaient pratiquement plus, n'est-ce pas, à hauteur de 219 millions de dollars, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que même la RTNC a signé des contrats et consorts, mais ce qui est vrai, c'est que ces accords avec la Chine vont porter sur... ces accords avec la Chine vont porter sur un partenariat de coopération globale et stratégique. Ça veut dire que la Chine va appuyer la RDC sur le plan économique, sur le plan des infrastructures et même sur le plan militaire. N'est-ce pas? Il y aura des accords qui seront signés quant à ceux, et vous verrez même que dans certains secteurs qui ont été, certains secteurs vitaux de la vie sociale qui ont été visés au premier chef, vous verrez qu'il y a le domaine du numérique. Vous avez vu, le ministre du numérique avait signé aussi un mémorandum d'entente avec Huawei, n'est-ce pas? Vous verrez que les secteurs des hydrocarbures, de l'environnement, n'est-ce pas, de l'éducation, de la recherche scientifique, etc., n'est-ce pas, ce sont des secteurs comme ça, il y en a plusieurs, mais ce sont des secteurs comme ça où la Chine va intervenir, la Chine va mettre le paquet. Vous savez très bien que le contrat avec la Chine s'est fait déjà à travers l'Afrique. Je vous ai cité l'Angola, je vous ai cité la Tanzanie, vous voyez les niveaux de développement de ces pays-là, comment est-ce que c'est en train d'évoluer. Et c'est grâce à ces partenariats-là avec la Chine. Et la RDC aussi a décidé, n'est-ce pas, de commun accord avec la Chine, de relever, n'est-ce pas, ces accords, qu'ils quittent des partenariats avec les entreprises chinoises, mais que ça soit au niveau d'État à État. Où en est-on aujourd'hui avec l'évolution du dossier de la Sicomine? Évidemment, même le contrat sur la Sicomine sera revu. Vous comprenez? Et ça, le gouvernement chinois est déjà d'accord quant à ce, n'est-ce pas? Parce qu'il faut vous rappeler ici que même dans le même rapport de l'IGF, vous allez vous rendre compte que ce contrat-là était un contrat qui n'a pas beaucoup plus avantagé le Congo. Parce que vous allez vous rendre compte que dans ce contrat-là, il était prévu que la RDC engage, n'est-ce pas, ces minéraux pour que ces entreprises-là partent prendre l'argent dans des banques pour faire les infrastructures en RDC. Alors, à la place, au lieu que la RDC puisse être actionnaire majoritaire, ce sont ces entreprises-là, par contre, qui sont majoritaires, et la RDC n'a que, je crois, un peu plus de 30%, n'est-ce pas, des bénéfices. Et chose grave, parce que lorsque vous regardez un peu la production, vous verrez que dans un rapport de l'ITIE, lorsque j'ai essayé de faire des recherches, vous allez vous rendre compte que même la capacité de production des Sicomines, ce n'est pas ce qui a été prévu dans le contrat 5 chantiers. Parce que Sicomine a été prévu avec une capacité de production de 1500 tonnes. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on parle de 400 tonnes de production. Vous comprenez? Donc, il fallait, n'est-ce pas? Il fallait avoir un président de la République comme Félix Tshisekedi, qui a une vision pour le Congo, n'est-ce pas? Qui veut voir son pays se développer, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le président de la République a pris à bras le corps la question, est allé en Chine. Vous savez que le président de la République a fait 4 jours en Chine, n'est-ce pas? Il a visité Shanghai, il a visité certaines... À quand la mise en œuvre de ces mémorandats d'entente? Parce qu'on a vu le président se promener dans beaucoup de pays industriels. Oui, il a visité certaines provinces, si je peux le dire ainsi, industrielles. Quand est-ce que ces mémorandats peuvent devenir des accords et quand est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre? Non, mais de la minute où les deux parties se mettent d'accord sur des clauses, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on signe des accords, n'est-ce pas, d'État à État, ce sont les deux chefs d'État d'abord, n'est-ce pas, qui signent des accords, n'est-ce pas? Et par ricochet, les entreprises maintenant peuvent arriver pour faire de même. Vous avez vu, avec par exemple le port en eau profonde des Bananas, vous avez vu que le haut cadre, n'est-ce pas, de Dubaï sont venus ici, n'est-ce pas? Et il y a eu des accords signés entre les deux États avant que ce programme-là avec Deep World puisse être effectivement signé avec le gouvernement, parce qu'il faut rappeler que ce contrat-là aussi a été revu, n'est-ce pas? Parce que c'était un contrat qui laissait à désirer aussi
Alors, en fait, Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on a constaté que tout a été pratiquement bâclé par l'ancien régime. Vous comprenez? C'est comme ça que on a vous voyez reproché que à l'ancien régime de ne pas avec ces faire régimes, avant de, tout est à revoir. avant C'est ce que d'échanger, le président de la avant de République est en train conclure des faire. accords avec un État. Il faut d'abord des études préalables dans chaque secteur donné Exactement. pour justement conclure des accords pour présenter les besoins de la RDC. Exactement. Est-ce que la RDC, avant d'aller à Chine, on a fait ces études-là pour connaître les manques à gagner et on présentait un cahier des charges à la Chine et justement pour que la Chine aussi voit dans quelle mesure elle peut intervenir. Est-ce qu'il y a eu Évidemment, des je études vous ai dit, présentées aux Chinois? évidemment, je vous ai dit que lorsque vous voyez par exemple le rapport de l'IGF, c'est un rapport outillé, n'est-ce pas? C'est un rapport approfondi parce que je vous ai dit ici que le contrat des 5 chantiers, c'était un contrat signé non pas avec l'État chinois, n'est-ce pas, mais avec un consortium des entreprises chinoises. Vous comprenez? Mais cette fois-là, Félix Tshisekedi va quitter les niveaux de ces accords avec ces entreprises chinoises, c'est-à-dire, si on peut ramener ça sur le plan spécifique, en réalité, ce sont des accords public-privé. Vous comprenez? Les 5 chantiers étaient en réalité un accord public-privé parce que À la base, le il n'y avait consortium... pas d'études préalables. Bon, je ne vais pas aller dans ce sens-là aussi parce que à un certain moment, ça avait essayé de créer beaucoup de tumultes et beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, pour ces contrats-là avant que ça puisse être exécuté, bien que ça n'a pas été complètement exécuté, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que ce contrat-là, c'est pour ça même que ça peinait à se développer. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que la RDC n'a jamais reçu les infrastructures prévues dans ce contrat-là, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous verrez qu'aujourd'hui, le président de la République, ayant constaté que tout le contrat a été à revoir dans ce pays, vous allez vous rendre compte que même avec Dan Gettler, nous avons récupéré tous les actifs miniers qu'il possédait, vous comprenez? Ça veut dire tout simplement que le président de la République a fait d'abord un effort de récupérer tout ce qui a été bradé par le régime Kabila, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que même le contrat chinois, on appelle ça le contrat sino-congolais, n'est-ce pas? Ce contrat-là est ramené maintenant, est relevé au niveau des États. Ce n'est plus l'État avec le consortium chinois, ou soit un contrat public-privé, n'est-ce pas? Ça sera maintenant un contrat d'État, des accords d'État à État, c'est-à-dire que l'État congolais va signer des accords avec l'État chinois, n'est-ce pas? Et c'est l'État chinois qui va maintenant, c'est à ce niveau-là maintenant que les négociations vont se faire. C'est encore au futur. C'est à ce niveau-là maintenant que les deux pays vont mettre en place des commissions qui vont travailler sur ces accords-là afin qu'un accord scrupuleusement gagnant-gagnant, puisque c'est ça même le soubassement des accords, tous les accords que le président signe, ça doit se révéler un caractère gagnant-gagnant. Concrètement, il n'y a encore rien. Et donc, non, si, mais les déplacements déjà du président de la République, un mémorandum d'entente, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un accord. Non, ce n'est pas un accord, oui, mais c'est un avant. Ce sont des éléments qui entrent avant la signature des accords. Parce que je vous ai dit ici que la signature des accords bilatéraux entre États demande beaucoup de préalables. Vous comprenez? Demande beaucoup de préalables. Et parmi ces préalables-là, la visite du président de la République sur le sol chinois, et vous avez vu vous-même les tapis rouges qui a été, n'est-ce pas? Et toute cette cérémonie qui a suivi, notamment 21 coups de canot et consorts, les fanfares, toute cette cérémonie-là, la manière dont ça a été haute en couleur, n'est-ce pas? À la hauteur, n'est-ce pas? De la grandeur de la RDC, à la hauteur du respect que la Chine accorde à la RDC. C'est un État partenaire à l'Afrique, partenaire privilégié. Exactement. La Chine accroît sa présence en Afrique dans beaucoup de C'est la première économie mondiale aussi. Première économie mondiale. Voilà. Alors, on va parler des choix du président de la République sur ses partenaires. Quand il prend le pouvoir, les premiers partenaires à visiter, c'est d'abord les États-Unis, c'est d'abord les pays d'Europe, c'est d'abord les États du Golfe. Là, on est presque en fin mandat. Est-ce que le choix d'abord de commencer par les États-Unis ont-ils payé avant d'aller en Chine? Bon, avant d'arriver à cette question, j'allais aussi épingler, vous savez, lorsque je parlais des accords stratégiques aussi, vous allez vous rendre compte que dans ce pays, grâce au président de la République, nous avons une
une loi de programmation militaire. Et la loi de programmation militaire fait allusion à l'industrialisation du secteur armé, de la défense et de sécurité de la RDC, n'est-ce pas? Et lorsque vous voyez même la Chine dans ce domaine-là aussi intervient déjà, vous allez vous rendre compte dans la fabrication des armes, parce que nous devons maintenant commencer à produire les armes au pays, n'est-ce pas? L'autonomie en matière d'armement, n'est-ce pas? Même la Chine intervient déjà avec Afridex. Afridex, c'est ce Congolais, mais je crois qu'il y a un accord comme ça avec une entreprise chinoise qui aide aussi la RDC, n'est-ce pas, à arriver à cette dimension-là. Mais ce qui est vrai, c'est que ça va aller un peu plus loin maintenant, comme il s'agit maintenant des accords entre États, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans ces cadres-là, moi, je puis même dire que l'Allemagne d'Afrique que le président de la République avait promis est en train d'arriver. Parce que c'est cette même Chine qui construit en Angola, c'est cette même Chine qui construit en Tanzanie, n'est-ce pas? Et vous voyez le développement de ce pays-là. Au Sénégal, n'est-ce pas, avec le métro que vous avez vu construit là, c'est la Chine, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez ces genres d'activités qui ramènent le pays au développement. Entre la Chine et les États-Unis, quel est le partenaire que la RDC devrait privilégier, selon vous? D'abord, je peux vous dire que la RDC a le droit de signer des accords multilatéraux, n'est-ce pas? Oui. Et en dehors de la Chine... Quel est l'État qui doit être prioritaire au regard des enjeux de l'ère? Ça, c'est le président de la République qui le sait, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui engage les pays, n'est-ce pas, au niveau des accords entre États, n'est-ce pas? Et c'est à lui, n'est-ce pas, en rapport avec toutes les informations qu'il possède, qui peut estimer quelle est... moi, je ne vais pas tergiverser. Je n'aime pas tergiverser. C'est une matière tellement sensible et seul le président de la République sait quel est le partenaire privilégié. Merci beaucoup. Monsieur Rissel Mutoké, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Là, on était dans les... En tout cas, au niveau international, par les accords, visite du président en Chine. Le peuple attend. Et donc, les très très bons résultats qui sont promis. Restons au pays. Processus électoral. On ne va pas aller dans les polémiques, hein, comme beaucoup le font pour l'instant. Le fichier électoral. Mouzito dit que ce fichier est partiel et que la CENI ne peut pas convoquer le corps électoral sur base d'un fichier partiel. Est-ce que ce fichier, vous partagez ce point de vue que ce fichier est partiel? Bon, d'abord, je ne suis pas expert de la CENI, n'est-ce pas? Je suis un observateur politique, un analyste politique, n'est-ce pas? Vous savez que, d'abord, au moment où on parle, c'est l'UDPS qui organise la première élection depuis qu'elle est au pouvoir, n'est-ce pas? Les premières élections, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire tout simplement que... Vous organisez seul ou avec dans l'Union sacrée tous vos partenaires? En tant que gouvernement, n'est-ce pas? Je parle en tant que c'est un gouvernement d'union nationale, oui, union sacrée. Pas d'union nationale, union parce que sacrée, là, il faut union sacrée. de l'union sacrée, voilà. Donc, la première fois, je parle de l'UDPS parce que je vois le président de la République qui est notre candidat que nous avons porté à la magistrature suprême, n'est-ce pas? C'est la première fois que le président, que l'UDPS, n'est-ce pas, organise des élections dans ce pays, n'est-ce pas? Et pour nous, l'UDPS, les élections doivent être la plus transparentes, les plus transparentes possibles, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous verrez que toutes les procédures ont été respectées en partant de la loi électorale, la loi organique, n'est-ce pas? L'identification des électeurs, la cartographie des bureaux pour l'enrôlement des électeurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons la répartition des sièges, n'est-ce pas? Mais puisque la CENI en est l'expert, tout ce que nous savons, c'est que la CENI vient de déposer un avant-projet de loi, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, et lequel gouvernement va le porter au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, pour adoption. Et il faut rappeler ici que la CENI, lorsque vous regardez les parcours, n'est-ce pas, depuis que nous avons commencé avec le processus électoral, la CENI est en train de respecter toutes les étapes comme prévu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une date à tenir, c'est la date de décembre 2023,
tel que la Constitution l'exige, n'est-ce pas? Et donc, nous pouvons dire quant à ceux que jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'a pas failli. Même quant au fichier électoral, vous avez vu que, là je suis en train de répondre maintenant à ta question, vous avez vu que quant au fichier électoral, la CENI avait même demandé l'audit. Et cet audit-là a été bel et bien fait. Est-ce qu'on peut convoquer... Les doublons ont été élagués, n'est-ce pas? Les mineurs enrôlés par imprudence ont été élagués, n'est-ce pas? Je crois qu'au-delà de ça, hein, certaines imperfections qu'il y avait dans ce fichier-là, n'est-ce pas, ont été élaguées par les organisations indépendantes qui sont arrivées pour auditer les fichiers, n'est-ce pas? Et au moment où on parle, je crois que c'est au niveau du gouvernement, le gouvernement qui va porter ça devant le Parlement. C'est déjà même au Parlement. C'est déjà même arrivé au Parlement. Voilà l'information. Il y a même déjà l'analyse qui est en cours. Et donc, c'est un peu ça, parce que il faut savoir une chose. Le peuple congolais a droit à des élections. Élire des dirigeants, c'est un droit. Le peuple congolais, les souverains primaires, c'est le peuple congolais qui a voté cette constitution. Dans cette constitution, le peuple nous exige les élections par rapport au délai constitutionnel. Et d'ailleurs, vous allez suivre que le président de la République depuis la Chine l'a dit. Si bien, les élections sont irréversibles, n'en déplaise à ceux qui sont en train de créer des subterfuges, parce que pour eux, il faut aller au dialogue au lieu des élections. Nous leur disons de se préparer, parce que nous, l'UDPS, nous se préparons déjà au niveau interne. Le secrétaire général Augustin Kabouya a ordonné à la CEP de faire la collecte des candidatures. Et donc, vous défendez la CENI? Je ne défends pas la CENI, je suis en train d'analyser. Vous soutenez la CENI pour dire qu'elle a respecté toute la procédure? Évidemment, parce que en tant que gouvernement, n'est-ce pas, parce que c'est le gouvernement de l'Union sacrée, nous donnons le moyen à la CENI, n'est-ce pas, pour qu'il puisse tenir, n'est-ce pas, son calendrier. Et vous allez vous rendre compte qu'au moment où on parle, jusqu'à preuve du contraire, le président Denis Kadima d'ailleurs l'avait dit si bien, que jusqu'à preuve du contraire, il continue à tenir les calendriers. Est-ce que, dans les conditions actuelles, les élections peuvent bien se dérouler? Dans les conditions actuelles, si on prend les revendications des députés de l'Union du Grand Katanga, qui ont claqué la porte pour dire que dans la loi sur la répartition des sièges, l'espace Katanga n'est pas privilégié par rapport au scrutin passé. Que répondrez-vous à ce député? Écoutez, d'abord, il faut savoir que les élections n'ont jamais fait l'unanimité, n'est-ce pas? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que c'est une liberté. Au niveau du Parlement, ce n'est pas aujourd'hui que ces genres de scènes ont commencé à les vivre, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que même lorsque nous étions à l'opposition, à un certain moment, nous les faisons aussi, bien que vous savez très bien que ce Parlement-là, nous avons boycotté, nous l'UDPS, n'est-ce pas? Mais l'opposition, à un certain moment, au Parlement, le faisait, n'est-ce pas? Parce que l'UDPS, à l'époque, n'avait pas de député, parce que Etienne Tshisekedi avait donné le mot d'ordre qu'il ne reconnaît pas ces Parlement-là. Tous les députés de l'UDPS avaient été donnés le mot d'ordre. C'est pour ça que vous voyez Félix Tshisekedi n'avait jamais siégé, n'est-ce pas? Et donc, un peu pour dire que c'est quand même une liberté. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Et donc, la démocratie veut aussi que les refus soient un droit. N'est-ce pas? Par exemple, ces députés-là qui ont quitté la salle, c'est de leur droit, n'est-ce pas, de quitter la salle parce que telle ou telle autre question ne les a pas convaincus. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale, il y a aussi la question de la majorité qui prime. Lorsque vous n'êtes pas majoritaire, vous n'êtes pas majoritaire, acceptez la conséquence aussi, n'est-ce pas? De perdre lorsque vous êtes en face d'une disposition qui ne vous plaît pas, n'est-ce pas? C'est ça aussi les principes démocratiques. Mais il faut dire aussi ici que au moment où on parle, n'est-ce pas, je crois que le projet de loi n'a pas encore été voté. Attendons voir la suite, n'est-ce pas, parce que les choses sont en train d'évoluer au niveau du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez, en tant qu'analyste, vous pouvez dire que toutes les conditions sont réunies pour que les élections soient des élections non seulement crédibles, mais des élections équitables pour toutes les parties prenantes aux élections? Écoutez, d'abord, je commence par vous dire sincèrement que à travers le monde, les élections parfaites n'ont jamais existé. Même aux États-Unis, vous avez vu la vieille démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Trump. Vous êtes en train de cautionner que les élections soient totalement biaisées? Non. De fond en comble. Nuance. Il y a une nuance.
J'ai bien dit que à travers le monde, il n'y a pas d'élection parfaite. Il n'y a pas des élections parfaites. Mais ça veut dire que de part et d'autre. Parfaite ne veut pas dire des élections biaisées. Non. Parfaite veut dire atteindre les 100% de la part des principes établis. Vous comprenez? Parce que l'œuvre humaine a toujours été imparfaite. Ça veut dire que même si... Attends, s'il te plaît. Pas volontaire. Involontairement, n'est-ce pas? Involontairement, vous pouvez par exemple courir de problèmes, par exemple, de financement. Je dis par exemple, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais je dis par exemple. Vous pouvez par exemple courir des problèmes de contraintes sécuritaires. Vous savez qu'il y a dans certaines provinces où il n'y a pas eu enrôlement, parce que du reste, ce sont des provinces sous des cas d'insécurité. Vous voyez par exemple dans des provinces où les M23, le Rwanda, n'est-ce pas? Le Rwanda, n'est-ce pas? Non, cela ne veut pas dire les fichiers partiels. Ça veut dire tout simplement que... Tous les territoires n'ont pas été enrôlés. Je vais arriver. Ça, c'est une réalité c'est une réalité qu'on ne sait changer. C'est une réalité parce que il y a des cas d'insécurité dans le pays, notamment à Bunagana. Des populations, écoutez, des populations qui sont déplacées. Comment vous allez enrôler dans un milieu où les populations sont déplacées? Vous enrôlez qui? Vous comprenez? Des populations, par exemple, dans un coin où les bruits des bottes, n'est-ce pas, sont en train de retentir. Vous allez enrôler comment? N'est-ce pas? Dans des coins de la République où, par exemple, vous avez vu, la CENI a dit qu'à un certain moment, il avait ouvert des bureaux de vote dans certains coins à Nitouri, dans certains coins à Kwamouth, des bureaux de vote qui ont été vandalisés, des matériels emportés, et certains agents même de la CENI ou de la police qui sont portés disparus, qu'on recherche jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Un peu pour dire que partout dans le monde, là où l'État n'a pas encore la même mise en termes de sécurité, il y a toujours eu des insuffisances pour faire certaines choses, n'est-ce pas? Notamment au moment où nous parlons, Bunagana est entre les mains de M23, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'État est en train de travailler pour récupérer cette partie de la République. Vous n'allez pas demander à la CENI d'aller enrôler là-bas. Il va enrôler qui? En quoi ce processus est-il crédible? Si. En quoi est-il crédible? C'est crédible. En quoi? Ça sera crédible parce que, la procédure a été respectée, parce que deux, tout a été fait de manière à ce que ces élections-là, n'est-ce pas, puissent donner des résultats crédibles, n'est-ce pas? Maintenant, au moment où on parle, je crois que nous sommes en plein processus, n'est-ce pas? Attendons jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que la CENI va nous produire des élections. Quelle est la différence au niveau de la procédure entre les élections qui ont eu lieu en 2018 et ceux qui sont en train de se dérouler? Au niveau de la procédure. Au niveau de la procédure, bon, vous savez que d'abord, il faut savoir que en 2018, il faut savoir que les élections de 2018 d'abord ont eu une particularité. La première particularité, c'est que Kabila ne voulait pas nous organiser les élections. Vous allez vous rappeler que les élections devaient se tenir en 2016, n'est-ce pas? Ce qui n'avait pas eu lieu. Et on a dû batailler en tant qu'opposition pour que ces élections puissent arriver en 2018, n'est-ce pas? Ça, c'est la première manche des paires. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que les élections qui étaient prévues, où l'abbé Malou, n'est-ce pas, déjà autour de 2016 ou 2015, était en train déjà de collecter étaient déjà de faire appel à la candidature, ont été pratiquement interdites par le régime de Kabila, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, on avait mis de côté comment on appelle, l'abbé Malou, pour enfin aboutir à Corneille Nangaa, n'est-ce pas? Et vous allez vous rappeler qu'il n'y avait pas cette volonté-là de bien faire les choses. Parce que vous allez vous rendre compte que les élections que nous avions eues en 2018, ce sont des élections que nous avons arrachées. Parce que Kabila n'en voulait pas. Vous allez vous rappeler de cette modification de la Constitution qui proposait déjà, des ballons d'essai qui proposait déjà le professeur Bochab à son temps. N'est-ce pas? Entre la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, et l'inanition de la nation.
Vous vous rappelez de ces discours, de cet ouvrage-là. Et il y avait plusieurs tentatives où on voulait coller, n'est-ce pas, on voulait rallier la tenue des élections à l'identification de la population. Vous comprenez? Alors qu'à cette époque-là, nous étions déjà à la porte pendant l'année électorale. Et selon certaines personnes qui parlent de l'identification de la population, ça prend beaucoup de temps. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'en tant qu'opposants à cette époque-là, nous nous sommes levés et nous avons arraché des élections qui se sont tenues malgré nous en 2018. C'est pour ça qu'on a eu les accords de la Cinco. Bien que ces accords de la Cinco qui n'ont pas abouti et Kabila nous a encore dribblé pour récupérer les Chibala et consorts, n'est-ce pas? Un peu pour dire qu'il y avait une particularité. La première particularité, c'est que Kabila ne voulait pas organiser les élections. Et nous avons bataillé en tant qu'opposition et nous avons récupéré ces élections-là. La deuxième particularité, c'est que Kabila n'avait jamais dit qu'il ne sera pas candidat à une troisième candidature, n'est-ce pas? Et il l'a fait presque le dernier jour de la clôture de la candidature. C'est là qu'il va nous sortir la candidature d'Emmanuel Shadari. Vous comprenez? Donc un peu pour dire que d'un côté, il n'y avait pas eu la volonté de bien faire les choses, même quand vous voyez au niveau de la loi électorale, de la loi organique et consort, il y avait beaucoup de choses à boire et à manger. Je ne vais pas aller à l'intérieur pour ne pas consommer mes minutes, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le président de la République est clair quant à ça. Il veut des élections, mais par contre, vous allez vous rendre compte que j'ai fini. Ce qu'on reprochait à Kabila hier, c'est pas ce qu'on reproche aujourd'hui à Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça. C'est tout à fait différent. D'abord, vous allez vous rendre compte. La loi électorale à l'époque. Non, attendez, je vais arriver. Dans la loi électorale, il n'y avait pas de vote à machine. Je vais arriver. D'abord, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la volonté même de nous donner des élections, il n'y en avait pas. Nous avons arraché ces élections-là. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Or, actuellement, Félix Tshisekedi tient à aller aux élections. Ce sont plutôt les opposants qui ne veulent pas et qui veulent aller au dialogue. Ce sont des particularités, ce sont des évidences sur lesquelles on ne discute pas. N'est-ce pas? Deuxième chose, c'est que vous allez voir que même avec le vote de la loi électorale, tout a été fait clairement au vu aussi de tout le monde. Les revendications des uns et des autres ont été entendues. Vous avez vu par exemple avec la loi organique, combien de fois et combien de jours on a eu du mal à avoir le président de la CENI, tout simplement parce que certaines confessions religieuses se prenaient pour super par rapport aux 7 autres, n'est-ce pas, ou aux 6 autres, et qui estimaient que sans elles, on ne pouvait pas aller aux élections. Et le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a dû même rallonger pendant 1 ou 2 mois pour qu'ils s'entendent. Pourquoi seulement l'Union sacrée de la nation trouve que ce que la CENI fait est crédible? Pourquoi c'est seulement l'Union sacrée de la nation? Écoutez, lorsque vous observez tout ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que cette opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une opposition qui n'est pas crédible quant à ce. Vous comprenez? Parce que si les gens étaient crédibles, toute l'opposition n'est pas crédible. Toute l'opposition n'est pas crédible. Même Moïse Katumbi. Mais lui, là, d'ailleurs, c'est un véritable problème. Parce qu'il était à peine il était à l'Union sacrée. Il avait voté la loi organique. Il avait voté la loi électorale. Ses députés au Parlement ont voté la loi électorale. Ils ont voté avec nous la loi organique. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a des choses qui ne l'avaient pas plu, parce qu'on avait fermé certains robinets de ces pratiques des minéraux au niveau du Katanga, il a voulu quitter il a quitté l'Union sacrée et aujourd'hui il veut crier en disant voilà, ce n'est pas crédible et consort, alors qu'il y avait participé quand il était à l'Union sacrée. Vous n'aimez pas la contradiction à l'UDPS? Comment ça on n'aime pas la contradiction? C'est la question que je pose. Est-ce que vous aimez aussi la contradiction? Mais nous sommes issus du moule des entrailles même de la démocratie. Pourquoi nous n'avons... Écoutez, je vous donne des exemples épatants. Vous savez que chez nous, à l'IDPS, il y a des courants. Au sein de l'IDPS même, vous le savez très bien qu'il y a des courants. N'est-ce pas? Au sein de l'IDPS, il a toujours existé des courants. Au sein de l'IDPS, les gens disent tout haut, n'est-ce pas? Quand ils ne sont pas d'accord à telle ou telle autre chose. Vous comprenez? Il suffit de poser la question à tous les secrétaires généraux qui sont passés à l'IDPS. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais eu la tâche facile. Et les derniers en date, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya.
Vous avez vu comment est-ce qu'il a eu des démêlés avec, il y a eu des démêlés avec l'histoire de Wakwenda qui a posé problème à un certain moment. Vous avez vu des problèmes à un certain moment avec les Jacquemaine Chabani, n'est-ce pas? Mais le secrétaire général, en bon père de famille, n'est-ce pas? En un bon manager, n'est-ce pas? A su ramener tout ce monde là-bas. Et aujourd'hui, il y a la paix au sein de l'UDPS. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de courant à l'UDPS. Il existe de courant à l'UDPS. À l'UDPS, les gens peuvent protester, n'est-ce pas, au sein du parti, mais c'est ça même les valeurs que nous prenons à l'IDPS, la liberté d'expression. Alors, et vous n'allez pas me dire sur un plateau de télévision que nous ne sommes pas d'accord avec les contradictions. Sinon, vous voyez comment est-ce que les opposants ont la liberté de venir sur des plateaux de télévision, débiter de choses, insulter même le président de la République, et ils ne sont jamais arrêtés. N'est-ce pas? Ils rentrent dans leur maison paisiblement, en dehors de ceux-là qui violent la loi. Augustin Kabouya, je vais lire. Moïse Katumbi combat le président Tshisekedi parce qu'il est Moulouba et non parce qu'il gère mal le pays. Non, il y a une nuance. Et ça, c'est une vérité des tailles aussi. N'est-ce pas? Laquelle? La première chose, je commence à dire, c'est une vérité des tailles. Laquelle? Je vous cite des hauts cadres et des ensembles. N'est-ce pas? Qui ont incité à la haine. S'il vous plaît. Et jamais, s'il te plaît. Répondez d'abord à cette question. Je suis en train de répondre à cette question, n'est-ce pas? Les secrétaires généraux avaient parfaitement raison. Regardez un peu. Parfaitement. Avaient parfaitement raison. Je pèse bien mes mots. Regardez par exemple ce que reproche aujourd'hui cette opposition au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils disent par exemple, oh non, la vie chère. Est-ce qu'il n'y a qu'au Congo où la vie est chère? Deux événements ont causé la récession des économies mondiales, n'est-ce pas? La Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tous les pays du monde aujourd'hui sont en train de subir ce choc-là. Vous partez en France. Pourquoi parler de s'il te plaît, tribu? Attendez, je suis en train d'arriver. Vous partez en France, vous partez en Chine, en Angleterre et consorts, tous ces pays-là, des pays qui sont forts économiquement, mais où la population est en train de pleurer parce que la vie est en train les prix sur les marchés sont en train de galoper du jour au lendemain. Vous avez vu en France, on veut ramener la retraite de 60 à 65 ans. Vous comprenez? Un peu pour dire que ce n'est pas seulement au Congo où la vie est chère, c'est une démagogie au niveau de l'opposition, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez démontrer que Moïse Katumbi combat le président à cause de ses origines? À cause de ses origines, je vais y arriver. Prouvez-le. Première chose, vous allez vous rendre compte que des hauts cadres d'ensemble ont stigmatisé la tribu Luba, ont incité à la haine la tribu Luba, n'est-ce pas? Jamais Moïse Katumbi n'a condamné, n'est-ce pas? Je vous parle des hauts cadres, des surcroît des députés nationaux. Vous comprenez? En la personne ici, récemment, de Daniel Safou et Mike Mukebai, jamais condamné. Vous comprenez? Deuxième chose, vous allez vous rappeler de Christian Mwando. Vous allez vous rappeler de Dominique Mounongo. Vous comprenez? Jamais condamné. Lui-même, Moïse Katumbi, en son temps, les vidéos existent. Lorsqu'il pilla la réserve, la mine de Kabasele, les vidéos existent. Il avait appelé à la haine tribale à cette époque-là. En disant? Ça veut dire tout simplement que c'est ça ce que imprime Moïse Katumbi dans son parti politique. Vous comprenez? Et vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'à un certain moment, quand Mike Mukebai avait dit du bien du régime, vous vous rappelez quand on lui disait que Makila est Gangi? Vous comprenez? Et c'était au sein d'Assemble qu'on avait dit ces choses-là. Lorsque nous étions en train de parler de l'union sacrée, quand il fallait que les gens basculent au sein de l'union sacrée, c'est à cette époque-là que les choses, n'est-ce pas, sont sorties sur Mike Mukebai et Makila et Gangi. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, vous allez vous rendre compte que même Jean-Claude Mouyambo, s'il te plaît, quand Katumbi combattait, s'il te plaît, Kabila, je vais arriver. De quoi? C'est au fait ça la particularité. Nous autres, d'abord il faut rappeler d'abord que Katumbi d'abord n'a pas combattu Kabila au début de son mandat. C'était à la fin du mandat. C'est le cas aussi. Donc en réalité, Katumbi était aussi avec vous. Non. Attendez, je vais arriver. L'homme ne brille toujours que par ces genres de pratiques, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'exempter de ces genres de pratiques. Quand il combattait Kabila, c'est à cause de ses origines aussi. Attends, je vais arriver. D'abord, Katumbi n'avait jamais combattu Kabila. C'est à la fin que Katumbi a combattu Kabila parce qu'il a quitté les bateaux. Vous savez pourquoi Katumbi a quitté les bateaux chez Kabila? Parce qu'on lui avait dit clairement que ça ne sera pas lui les dauphins.
N'est-ce pas? C'est exactement pour ça qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas que voilà, Katumbi avait quitté pour des valeurs, parce que c'est faux. Katumbi avait quitté Kabila parce qu'on lui avait dit que ce n'était pas lui les dauphins. C'est simplement ça. Simplement ça. Maintenant, après, on a commencé à leurrer les Congolais, on a essayé de fabriquer des choses pour faire croire à l'opinion que c'était pour le peuple congolais, que c'était pour un troisième penalty, autre que c'était faux. C'était parce qu'on lui avait dit clairement que ce n'était pas lui le dauphin de Kabila. Vous comprenez? Et vous, pourquoi on vous a quitté? Et aujourd'hui, pourquoi il vous a quitté, vous? D'abord chez nous, pourquoi il a quitté trop gourmand? Et on lui a dit non, non, l'union sacrée est très grande, les ambitions des uns et des autres doivent être rencontrées. N'est-ce pas? Parce qu'il estimait qu'il devait avoir beaucoup plus de membres dans le gouvernement et consorts. Or, l'union sacrée étant grand, il fallait satisfaire les appétits des uns et des autres, et lui, il n'en voulait pas. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, lui dit que vous n'avez pas respecté le cahier des charges qu'il a présenté après les consultations. Qu'est-ce qu'il appelle cahier des charges? Le cahier des charges qu'il a présenté au chef de l'État n'a pas été respecté. C'était quel cahier des charges? Qu'est-ce qu'il appelait cahier des charges? La primauté, justement, donner la primauté au peuple d'abord. Non, c'est faux. C'est faux. Les cahiers des charges, c'est ça, au fait, c'est que moi j'appelle le leur. Et le peuple congolais n'est pas dupe aujourd'hui. Regardez comment est-ce qu'il peine à se développer en tant qu'opposition. Vous avez vu que le peuple ne suit pas. Parce que le peuple sait que tout ce monde là-bas, ce sont des démagogiques. Vous comprenez? Tous ces quatre. Je vous dis, je peux même commencer à les épingler. Quand vous prenez Katumbi, les grands Katanga qu'il a dirigé pendant plusieurs années, et il a quitté Kabila qu'à la fin. Vous avez vu l'état où Félix Tshisekedi a trouvé les Katanga? C'est à peine que les Fifi Masuka, les Kiaboula et consorts commencent à travailler. Mais lui, il a fait plus de 10 ans dans cette grande... Il a géré cette grande province-là. Malgré la hausse du prix de la farine de maïs. Non, mais même ça, à son époque, le prix à un certain moment des maïs avait galopé. Tu sais ce qu'il avait fait pour juguler à ça? Il est allé bloquer les choses en Tanzanie. Il a mis ses cargaisons des camions d'Akuna Matata pour aller approvisionner en Zambie. Et il a tué plusieurs opérateurs économiques qui se sont vus tomber en faillite. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi vous ne voulez pas vous mettre autour d'une table avec ses opposants? Écoutez chose d'abord. Que vous réclamiez hier à Kabila. Est-ce que vous allez me laisser maintenant développer les idées? Justement, j'aimerais comprendre. S'il faut aller dans les jets de ping-pong comme ça, on ne va pas développer. J'aimerais comprendre votre manière de faire. Ce que vous décrivez n'est pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si l'émission doit tourner autour des personnes, ça sera très difficile. C'est pas autour des personnes. Ça sera très difficile. C'est autour de... J'aimerais comprendre ce cadre-là. C'est ce que vous êtes en train de... D'abord, je vais vous dire une chose pour répondre rapidement à votre question. C'est que vous allez vous rendre compte que le président de la République avait appelé tout le monde à l'union sacrée. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le président de la République de ce côté-là, c'est un rassembleur. N'est-ce pas? Il l'a prouvé même quand il est arrivé au pouvoir. Il a demandé à son frère Martin Fayoulou de les rejoindre pour qu'on gère la République. N'est-ce pas? Ça veut dire que le président de la République est un homme ouvert d'esprit. C'est un rassembleur. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous voyez, le peuple congolais se reconnaît en lui. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons des gens qui ont pillé la République, qui ont fait la République ce que la République est aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont rendu le peuple congolais pauvre, qui ont ascensé le peuple dans la famine, et je parle ici de Matata Pogno. Vous avez vu les rêves Bukangalonzo, un mythe à son époque, qui a englouti plus de 300 millions de dollars. Et aujourd'hui, il nous parle de la famine. Vous comprenez? Il a quitté le gouvernement à l'époque, il avait trouvé les budgets de l'État à 4 milliards. Il est parti, il a laissé ces budgets-là à 4 milliards. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui parle de la vie chère, alors que même sous son époque, les dollars dégringolaient. Vous comprenez? Et donc, pour dire que ce ne sont pas des modèles, ces opposants-là. Quand vous prenez Denis Sessanga, c'est un monsieur qui a participé à l'assassinat des Congolais dans la rébellion des RCD Goma, avec les Azaria Sourubero et consorts. Vous comprenez? Ce ne sont pas des modèles. Quand vous prenez Martin Fayoulou, Martin Fayoulou, c'est celui-là qui a triché, n'est-ce pas, au niveau des élections provinciales, en privilégiant Kimbuta qui n'était pas favori, n'est-ce pas, au détriment du candidat du MLC, Adam Bombole. Et aujourd'hui, la ville que nous avons aujourd'hui, parce que Kimbuta l'a dirigé 18 ans durant, plus de 18 ans durant, vous comprenez que à cause de cette injustice-là, à cause de cette maladresse-là,
La ville a connu un gouverneur qui était dépourvu, n'est-ce pas, d'esprit de développement. N'est-ce pas? Et donc, vous avez des opposants comme ça sur qui la population ne peut pas compter et la population ne compte pas sur eux. Parce que la population sait que ce sont des démagogiques. Vous comprenez? Pour preuve, vous avez vu leur marche, je vous ai toujours dit sur votre plateau. Ça n'a fait que 30 minutes. C'était moins de 50 personnes et les gens se sont dispersés déjà autour des 9 heures. Il n'y avait plus personne. Alors, ils sont allés plus acheter les médias pour faire voir des fausses histoires. Vous avez vu l'air sit-in qu'il y avait eu de l'autre côté sur BCDC. C'était moins de 20 personnes. Les images sont là. Moins de 20 personnes. C'était moins de 20 personnes. Vous avez vu les images, j'ai les images, je peux vous les envoyer. Si on avait même fait un programme de faire balader ces images-là dans vos écrans ici, vous verrez. Alors, n'est-ce pas? Et donc la population congolaise n'est pas dupe. Cette population congolaise est avec Félix Tshisekedi parce que reconnaissant la sincérité, la volonté de changer ce pays, n'est-ce pas? Cette population sait que ces opposants-là, ce sont des démagogiques. Ces opposants-là, ce sont des gens qui ont pillé la République hier, des gens qui ont rendu le peuple pauvre hier et qui aujourd'hui sont en train de venir de crier aux voleurs alors que ce sont eux qui ont volé les marchandises dont ils sont en train de crier aux voleurs. Matata Pogno se rendant dans l'ex-Bandundu, s'exprimant pour s'exprimer devant la jeunesse, rapporté qu'on lui a interdit de s'exprimer devant cette jeunesse. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Moïse Katumbi se rendant dans les Congo central, on lui a dit, pour des raisons sécuritaires, il devait reporter son arrivée au Congo central. Troisièmement, c'est l'arrestation du conseil spécial de M. Moïse Katumbi hier à l'aéroport de Ndjili, se rendant à Lubumbashi. L'interdiction de ce sit-in devant la CENI, Monsieur Russell Mutoke. C'est que si je comptabilise ces 4 questions, n'est-ce pas? 4 faits d'abord. Je n'ai pas posé la question. 4 faits d'abord. Oui, je considère que c'est comme 4 questions que vous posez, n'est-ce pas? En fait, lorsque vous regardez la question, par exemple, de la CENI, ce n'est pas nous qui avions voté certaines dispositions qui disent que la CENI, l'espace de la CENI est inviolable. Nous avons trouvé ces lois-là, n'est-ce pas? Et il ne leur avait pas été interdit de faire les sit-in. Seulement, vous allez voir que la police avait quadrillé l'environnement autour de la CENI. N'est-ce pas? Parce que dans le texte que nous avons trouvé, l'environnement autour de la CENI est inviolable. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que l'autorité urbaine les avait demandé qu'après leur sit-in, de déléguer 10 personnes, s'ils ont un mémorandum ou un texte de revendication à faire, déléguer 10 personnes pour aller déposer au niveau de la CENI ou discuter avec les dirigeants de la CENI. Ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'avaient rien prévu en réalité, parce qu'il n'y avait rien à revendiquer en réalité. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, le pays est en train de faire face à une agression extérieure. Mais aussi au niveau interne, certains fils de la République ont décidé de trahir le pays. Notamment les Katumbi, les Matata Pogno et tous ces opposants que vous voyez. Vous savez ce qui s'est passé le jour? Vous savez ce qui s'est passé le jour de la marche? Ça veut dire que Kagame a décidé de déstabiliser le pays de l'extérieur. N'est-ce pas? Et ils sont en connivence avec ces mêmes opposants pour déstabiliser le pays de l'intérieur. Je vous ai parlé ici des revendications qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous scrutez à l'intérieur, vous voyez que c'est vide. Il n'y a pas du contenu. Kagame a fait quoi? N'est-ce pas? Kagame Je vais vous dire une chose. La campagne qu'il y a à l'est de la République, contre l'agression contre la RDC, c'est une manche de paire. Mais vous savez que Kagame, ça fait belle lurette qu'il a infiltré ces pays. Vous comprenez? Et sur le plan de la guerre n'est pas que militaire sur le plan terrestre. Dans la guerre, il y a aussi l'histoire d'espionnage, d'infiltration. Vous comprenez? La guerre n'est pas que médiatique. La guerre est aussi politique. Vous comprenez? Donc, je vous parle des politiques parce que certaines personnes peuvent toujours... La guerre est aussi... En matière de guerre, il y a aussi l'espionnage. Vous comprenez? Toutes ces histoires, il y a certains fils du pays qui ont accepté. Dites-moi, de tous ces messieurs-là, de tous ceux que vous voyez là, soi-disant les opposants, qui a eu à condamner Kagame ouvertement?
Vous allez vous rendre compte que personne. En quoi Kagame a participé à cette manifestation? Non, je ne parle pas de Kagame qui a participé à la manifestation. Qui accompagne, qui soutient cette opposition. Je vais vous faire des révélations. Vous voulez dire que écoutez des révélations. est de connivence avec M. Kagame? Écoutez des révélations. Est-ce que vous savez que cette situation ici des Kwamoud, les Mobondo et consorts, ce sont des histoires orchestrées sur le plan politique? Vous avez suivi les déclarations, les discours du président de la République lorsqu'il était en face des Congolais, des Congolais de la diaspora en Chine? Qu'il y avait une même politique dans ce qui se passe là. Vous avez vu la milice qu'on a arrêtée au niveau de l'ozone. C'était un politique. Et vous avez vu, le secrétaire général avait fait même un point de presse où il a cité les CDR. N'est-ce pas? Vous avez vu que à un certain moment, n'est-ce pas, lorsque même cette situation même du Bas-Congo et consorts, s'il te plaît, qui soutient cette opposition. Je vous dis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous épingler des choses. N'est-ce pas? Le démontrer. Mais ce sont des démonstrations que je vous fais. Je vais vous dire. Les faits qui démontrent réellement je vais vous dire que cette opposition je vais vous dire. Monsieur Kagame. Je vais vous dire. Non, mais ces choses-là, il ne faut pas chercher à les voir à l'œil nu. Ce sont les renseignements que nous avons en notre possession. Dans ce pays, les renseignements fonctionnent. Vous comprenez? Les renseignements fonctionnent. Ces choses-là, ce sont des gens qui travaillent en sourdine. N'attendez pas les voir à la place publique. Est-ce que vous savez que lorsque la marche... S'il te plaît, je vais arriver. Est-ce que vous savez que lorsque la marche du 13 a été reportée, est-ce que vous savez qu'il y avait eu des coups qui étaient prévus au niveau de l'opposition pour qu'on assassine certaines personnes et qu'on les mette à la tête du gouvernement? Quel jour, faites l'analyse. Le 13, on interdit, pas on interdit, mais on demande à l'opposition, l'autorité de la ville demande à l'opposition de reporter la marche. Et je crois entre les 14 ou les 12, la milice de l'ozone apparaît. Vous comprenez? Ça, ce sont des coïncidences. Hein? Lorsque nous partons au niveau de la marche, n'est-ce pas? Regardez, Kagame parle toujours de stigmatisation. Vous comprenez? Vous venez en interne ici, on veut soulever les 450 tribus en disant que la tribu Luba est en train de mettre la pression sur les 449 autres tribus. Vous comprenez? Troisième chose, est-ce que vous savez que les morts ont été prémédités par l'opposition? Regardez Daniel Safou, qui est au moment où on parle en fuite. Vous avez suivi l'émission chez... La région dit qu'on ne reste que 2 minutes. Exactement. Vous avez suivi l'émission chez vos confrères de CML 13, où Safou, qui est un haut cadre d'ensemble, en train de dire en train de mentir, en train de dire que le petit qu'on a arrêté là, le petit mineur qu'on avait arrêté, était décédé. Vous avez suivi ces images-là. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Alors que ces petits-là n'étaient pas décédés. Dieu merci parce que le ministre de l'Intérieur avait rapidement intervenu et on a changé à ces petits-là d'hôpitaux. Je ne sais pas ceux qui de l'opposition qui étaient en train de préméditer cette mort, si ils n'avaient pas prévu d'aller en finir avec ces petits à l'hôpital. Vous comprenez? Regardez, est-ce que vous avez vu le nombre de policiers qui ont été blessés dans cette marche-là? C'est plus d'une vingtaine. Pourquoi? Vous comprenez? Pourquoi? Mais parce qu'on a demandé d'agresser les policiers qui ne faisaient que faire leur travail. Vous n'avez pas vu dans une vidéo Martin Fayoulou en train de demander à des populations de pourchasser les policiers et de les caillasser? Vous n'avez pas vu ces vidéos-là? Ça fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui viens inventer. Aujourd'hui, je réponds directement à ta question. Oui, pour finir. Salomo Idi Kalonda. Nonobstant les autres informations que les renseignements peuvent nous fournir, parce que nous savons que les renseignements, peut-être s'il était déféré devant son juge naturel, qu'on aura beaucoup plus d'éclaircissements quant à ceux, on parle d'une histoire de détention d'armes sans autorisation. Vous comprenez? Et à la marche de Katumbi, vous allez voir que dans cette vidéo où on était où les partisans de Katumbi et
était en train de protéger Kantoumbi pour qu'il entre dans son véhicule, vous allez vous rendre compte qu'il y a monsieur qui avait une arme. Et ça a été vu dans des vidéos. Les photos existent et les vidéos existent. Il était porteur d'armes. Alors que dans les dispositions de notre pays, il est scrupuleusement interdit, n'est-ce pas, aux civils de porter des armes, sauf exception, ceux-là qui ont reçu l'autorisation expresse du président de la République, ou un permis, n'est-ce pas, de port d'armes du ministère de l'Intérieur. Et donc, un peu pour vous dire que cette opposition, elle est vide de contenu. L'opposition que nous faisons à l'époque, lorsque nous étions à l'opposition, c'était une opposition des valeurs. Mais on a vu de l'autre côté, je vais vous ajouter d'ailleurs, certains câbles que nous avons nous ont informés, même que des Koulouna ont été recrutés au niveau des Lingwala et dans plusieurs quartiers de la ville, où on a payé des Koulouna pour venir dans cette marche-là et commencer à saccager, et tuer même s'il le fallait, n'est-ce pas, pour le faire porter les chapeaux au gouvernement. Merci beaucoup. Et vous avez vu l'ardeur avec laquelle nos amis ont accouru dans les médias pour commencer à parler de Félix Tshisekedi dictateur, alors que Félix Tshisekedi n'est pas dictateur, pour parler de la répression policière, alors que lorsque nous voyons les manifestants qui ont été blessés, contrairement aux policiers qui ont été blessés, c'est le nombre croissant des policiers, plus d'une vingtaine, qui avaient dépassé celle des manifestants. Et donc, un peu pour dire que le régime de Félix Tshisekedi est un régime démocratique, les élections vont bel et bien se tenir, sont irréversibles, n'est-ce pas? Je suis en train de vous dire, le président de la République l'avait dit, Denis Kadima, l'expert de la CENI, l'a confirmé, nous aurons bel et bien des élections, et ceux qui ne veulent pas des élections ne peuvent que se tordre le cou, ne peuvent que se mordre la langue, parce que les peuples congolais va élire, n'est-ce pas, ses dirigeants le 23, pas le 23, en décembre 2023, n'est-ce pas? Et le Congo aura un nouveau président, Félix Tshisekedi, le soleil va se lever, le soleil va se coucher, comme le disait Mende. Moi, je ne vais pas emprunter ces mots-là, mais moi je vais dire, la vie va continuer. Félix Tshisekedi sera encore réélu président de la République, et le pays va avancer parce que le président de la République a beaucoup de choses à offrir aux Congolais, au-delà de la gratuité de l'enseignement de base, au-delà des hausses des salaires, au-delà des écoles, des centres de santé, des hôpitaux qui sont en train de se construire avec les programmes des 145 territoires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous voulez réagir à cette émission? Vous voulez peut-être débattre avec M. Russell Mutoké sur ce qu'il a dit ici. En tout cas, nous sommes présents. Nous pouvons vous recevoir notre deuxième émission Grande Tribune que nous présentons chaque jour ici. Vous voulez débattre? Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir sans problème. Et donc, nous espérons que ces élections se dérouleront dans de très bonnes conditions, qu'il n'y aura pas de bain de sang. C'est tout ce que nous souhaitons en tant que Congolais. Merci beaucoup, M. Russell Mutoké, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Cette émission est complètement finie. On se retrouve donc prochainement avec notre invité. Nous prenons rendez-vous avec M. Russell Mutoké pour Face à l'opinion. Ça sera à la mi-juin. On espère qu'il sera à Kinshasa pour nous offrir cet honneur. C'est moi qui vous remercie. Au cas où nous serons épargnés, mais je suis en train de vous dire que nous avons un programme avec le secrétaire général Augustin Kabouya dès qu'il retourne au pays aujourd'hui. C'est un programme qui est déjà engagé pour le Maniema. Vous savez que nous, l'UDPS, nous sommes dans la redynamisation du parti. Oui. Vous savez que nous avions fait Kisangani avec le secrétaire général, une foule à craquer. Nous avons fait Lubumbashi, une foule à craquer, le Bas-Congo, les Bandundu. Et désormais, c'est cap vers le Maniema. Ça sera la même chose parce que l'UDPS est un parti national, l'UDPS est un parti international. Allez, portez-vous bien et à la prochaine sur votre chaîne.